Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce qui est Philippe, j'ai oublié, 7e ou 8e web émission. Oui, Peu environ. importe, on est à peu près rendu là. Je suis avec Philippe Veilleux, qui est conseiller en placement chez Médici, conseiller financier, on Oui. peut le dire comme ça. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour, c'est ça, moi c'est Pierre-Olivier Langevin, je suis gestionnaire de portefeuille. Et on a, comme à chaque mois, on a 3 questions. Donc, c'est vos questions, on prend le temps d'y répondre. Puis, on commence ça vite de même avec la question qu'on s'est fait beaucoup poser dans les derniers jours. Oui, parce que Ouais. chez Médici, on a détenu le titre de Home Capital Group. On en a parlé dans notre dernière lettre trimestrielle, comme quoi on avait vendu notre position dans cette entreprise-là. On a expliqué pourquoi. Et puis, la situation a beaucoup évolué depuis ce moment-là. Et les gens cherchent à savoir un petit peu qu'on nous mette à jour là, sur le sujet. Oui. Oui. Mentionnons d'emblée, puis tu l'as dit dans ta question, on a vendu le titre au moment où on a appris où Martin Reed, qui était le PDG de l'entreprise, a été remercié. Et ça, c'était probablement à la fin du mois de mars ou début avril. Donc, on a vendu nos actions à ce moment-là, probablement autour de 25-26 $. Et à ce moment-là, on a vraiment fait un tableau. C'est une entreprise dont on a beaucoup parlé en bien. On a fait un tableau, puis on a regardé la quantité de risques qui se présentaient à cette entreprise-là à ce moment-là. On parle de poursuite des investisseurs en raison justement du problème de courtier où on a essayé de cacher l'affaire. On parle de l'OSC, qui est l'équivalent de l'AMF en Ontario, qui soupçonnait à ce moment-là que justement les dirigeants avaient des reproches à se faire au niveau de leur obligation de conformité et de divulgation aux investisseurs. En même temps, il y a eu un problème, beaucoup de rétention. Les courtiers qui sont leurs partenaires leur soumettent moins de travail, moins de prêts hypothécaires. Alors, on s'est dit probablement que l'entreprise est entachée et qu'il y a des problèmes permanents au sein de cette entreprise-là. Et la démission du CEO, qui était le successeur logique au fondateur, Gerald Sodaway, ça a été, je dirais, le drapeau rouge qui a été suffisant pour nous faire vendre toute notre position. Depuis cette date-là, les choses ont vraiment empiré. Il y a, entre autres, puis ça, c'est vraiment l'élément déclencheur, Philippe, l'OSC, équivalent de l'AMF en Ontario, qui a déposé un rapport d'allégation officielle. Donc, ils accusent 3 dirigeants, Martin Reed, qui est l'ex-CEO, Robert Morton, qui est le CFO qui vient de débarquer en tant que CFO, et Gerald Soloway, qui est le fondateur, les accusent d'avoir caché l'affaire. Alors ça, ce que ça a créé, Philippe, c'est une crise de confiance. Alors, les prêts ne se sont pas mis à être non solvables du jour au lendemain. Les prêts continuent comme ils ont été le mois dernier ou il y a un an. Là où il y a un problème, c'est au niveau des dépôts. Quand les gens n'ont pas confiance en l'institution, qui est Home Capital Group, ils prennent leurs dépôts et ils les retirent. Et là, dans les derniers jours, il y a eu des retraits de dépôts très importants. Au 31 décembre, Home Capital Group a environ 2,5 milliards de dépôts qui peuvent être payés sur demande par les déposants. Et on a vu un communiqué de presse sortir aujourd'hui qui disait que la balance n'était plus qu'à 800 quelques millions de dollars. Alors, quand vous n'avez pas assez de fonds pour asseoir vos prêts, il y a une séquence très problématique là, qui s'en vient. Là. La situation se détériore beaucoup. Là. Puis le cours boursier aussi a beaucoup chuté. Est-ce que ça créerait une occasion ou une opportunité d'investissement à ce moment-là? Ou... Ça, il faut être extrêmement prudent. Et nous, on pense que ne souffrons pas d'ancrage. C'est pas parce que le titre était à 25 $ qu'il va nécessairement revenir à 25 $. Ce qui arrive, c'est que la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices est sérieusement entachée de façon permanente. Les gens n'ont pas confiance en ce moment et sortent leurs dépôts. C'est problématique. Et il y a la poursuite le 4 mai qui s'en vient, il y a l'Assemblée des actionnaires, il y a les résultats qui s'en viennent. Alors, les 2 prochaines semaines, là, dans la couverture nationale médiatique, là, on va continuer de parler des déboires d'Home Capital. Alors, les dépôts risquent de continuer de sortir. Et c'est problématique pour l'entreprise parce que
Dans leur financement, ils ont dû aller chercher un financement de secours. Et Philippe, le taux d'intérêt effectif de ce financement-là est très, très, très élevé. On parle d'entre 15 et 22,5 de taux d'intérêt. C'est pas donné. Pour une banque qui prête à un taux d'à peu près 4 Alors, ça met profondément l'entreprise à risque. Si vous regardez dans les notes afférentes du bilan, au 31 décembre, il y avait 2,5 milliards de dépôts payables sur demande et il y a presque 7 milliards de certificats de placement garantis qui sont payables dans la prochaine année. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des conseillers en investissement qui ont des clients qui vont devoir se poser la question s'ils renouvellent leur certificat de placement garanti. Et ça, avec les nouvelles qu'il y a en ce moment, on pense que c'est probable que non. Alors, vous avez peut-être un 9 milliards qui risque de sortir et ils ont sécurisé un financement de seulement 2 milliards. Alors, problème de liquidité en perspective et on n'est vraiment pas optimiste. Si vous avez des actions, on pense que la chose raisonnable à faire, c'est de les vendre. Même si la valeur comptable par action, elle est encore élevée, elle risque de diminuer fortement et la capacité bénéficiaire va être endiguée de façon permanente. Merci, c'est une réponse très complète, Pierre-Olivier. Bien, il n'y a pas de quoi. Écoute, on va passer à une question un peu moins chargée. Plus légère, ouais. Oui, au niveau de la planification financière. C'est Nancy qui nous a demandé, elle aimerait savoir si elle va être imposée au moment qu'elle va faire le retrait de ses parts du fonds d'action CSN à la retraite. OK. Ouais. Tout dépend. Premièrement, il faut savoir si ces parts-là sont détenues au sein d'un REER ou d'un compte hors REER, dit non enregistré. Si le compte est non enregistré, mais à ce moment-là, il peut avoir un impôt à payer sur le gain en capital, c'est-à-dire la plus-value, lorsqu'elle va liquider ses parts. Si l'argent est enregistré en REER, c'est la plupart des cas, normalement, les gens investissent dans ce type de fonds-là en REER. Là, à ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent aux gens. Donc, on ne sait pas si à ce moment-ci, Nancy désire retirer son argent pour l'utiliser pour son train de vie ou si elle veut juste se départir de ses parts pour investir dans un autre véhicule d'investissement. Donc, dans le cas où elle aimerait laisser l'argent dans le REER et le transférer vers une autre institution, toujours dans un REER, mais pour investir dans un autre véhicule, à ce moment-là, il n'y a pas d'impôt à payer. Évidemment. Par contre, si elle désire retirer ses parts pour l'utiliser pour maintenir son niveau de vie, mais à ce moment-là, oui, il va y avoir un impôt à payer. La façon dont ça fonctionne, c'est comme n'importe quel retrait REER. Tout dépendamment du montant, on doit payer un certain pourcentage d'impôt à la source au moment du retrait. Oui. Et par la suite, lorsqu'on effectue notre déclaration de revenus, c'est à ce moment-là qu'on vient soit payer la différence ou se faire rembourser ce qu'on a payé en trop au moment du retrait, en fonction de notre situation personnelle. OK. Ce qui est important aussi de savoir, c'est quand on retire de ce type de fonds-là, la CSN, la FTQ, après ça, on n'a plus droit au crédit d'impôt si on désire effectuer notre contribution. Oui, il y a beaucoup de conditions, justement, dans le fond, les fonds de travailleurs, là. C'est ça. Après 45 ans, quand on arrive à la retraite, à 55 ans, 65 ans, il y a un paquet de critères là, qu'on peut respecter. Donc, eux ont des chartes qui sont visibles là, en ligne. Donc, on peut lire, voir si on est éligible à effectuer nos retraits ou peut toujours consulter votre conseiller là, pour qu'il vous en dise plus long là-dessus. Là. OK, parfait. Puis, écoute, on a une autre question de planification financière. Celle-là nous vient de Serge. Qui nous demande, question très large, j'espère que ce ne sera pas trop difficile. Quelle est la meilleure façon de décaisser de notre REER sans trop payer d'impôts? Oui, mais ça, c'est la grande question. Question à 100$. Oui, que plusieurs de nos clients nous posent, en effet, parce qu'il n'existe pas de formule magique là, sur comment on doit décaisser nos REER. Tout dépend de la situation personnelle et financière de la personne qui est assise devant nous. Donc, il faut analyser sa situation. Puis, à ce moment-là, c'est à partir de ces données à elle qu'on effectue nos recommandations. Combien de paramètres il peut avoir
que tu pourrais étudier pour arriver à une bonne recommandation pour un client? Y a-tu 15, 20 paramètres différents? Il doit en avoir. Ben c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Là. Il y a sa situation familiale, matrimoniale. Est-ce qu'il y a des droits de cotisation au CELI? Son niveau de revenu? Est-ce qu'il va disposer d'actifs plus tard? Donc, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Ouais. Mais il y a... Vas-y. OK. Prenons pour acquis que Serge, il est dans la moyenne en général. Là. C'est quoi le scénario le plus probable? Là, c'est ça. Quand on fait nos analyses, il y a différents points qui reviennent sur une base régulière, une espèce de pattern là, qui revient sur une base quelque chose qu'on va recommander fréquemment. Donc, souvent, ce qui vaut la peine, c'est d'attendre à 65 ans pour pouvoir fractionner nos retraits avec notre partenaire. De convertir notre argent en fer aussi pour la même raison, pour être éligible au fractionnement. Aussi pour être éligible au crédit d'impôt sur revenu de pension. Donc ça nous permet de faire de bénéficier de ces avantages-là. Puis aussi le fait de le convertir en fer, ça va nous permettre d'éviter certains frais qui peuvent être chargés par certaines institutions financières sur nos retraits réels. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut utiliser. Deuxièmement, nous, ce qu'on recommande, la conclusion à laquelle on arrive régulièrement, c'est d'attendre le plus longtemps possible avant de retirer nos REER. Donc, à 71 ans, on est obligé de commencer à effectuer des retraits minimums. On est obligé de convertir notre argent en fer et effectuer les retraits exigibles par la loi. On peut baser ce calcul-là sur l'âge de notre conjointe. Si elle est plus jeune, ça va nous permettre d'effectuer des plus petits retraits. Donc, encore là, de reporter dans le temps nos retraits. Et ça nous permet de bénéficier de l'avantage principal qu'offre le REER, soit celui de reporter dans le temps l'impôt qu'on a à payer. OK. Il y a plusieurs personnes qui nous reviennent à la charge et qui nous demandent « Oui, mais Philippe, si je ne retire pas mes REER maintenant au taux d'imposition que je paye aujourd'hui, j'ai un risque de devoir payer un taux d'imposition plus élevé si j'attends, parce que pendant ce temps-là, mon REER, il va grossir. S'il est bien investi, il va prendre de l'ampleur. Donc... C'est un problème de riche, ça. Je veux dire, nous, en tant que conseillers et gestionnaires, on veut faire fructifier les placements de nos clients. Là. En effet. On veut qu'ils payent, autrement dit, on veut qu'ils payent un maximum d'impôts. Bien, justement, moi, j'ai étudié la question, puis plus le rendement va être intéressant et plus ça va valoir la peine de le laisser à l'intérieur du REER, parce que plus on bénéficie du report d'impôt sur ces gains-là. Et puis, à ce moment-là, même si on paye quelques points de pourcentage d'impôt de plus au moment du retrait, le fait de l'avoir laissé à l'abri de l'impôt pendant cette période-là, ça va avoir valu la peine parce qu'autrement, on le décaisse, on le met dans un compte non enregistré, puis là, on paye de l'impôt à chaque fois qu'on dispose ou qu'on change nos investissements. OK. Bien, parfait, Philippe. Merci beaucoup. C'est déjà tout... Déjà 3 questions de répondues. Si vous en avez des questions à la maison, vous les posez, envoyez-nous ça par courriel info@gpsmedici.ca. Puis à chaque fin de mois, que ce soit Philippe, Aaron, Eddie, on prend le temps d'y répondre. Donc, restez des nôtres. Mois prochain, on se voit. Philippe Veilleux, oui, merci beaucoup. Merci Pierre-Olivier.